Alors pour les personnes peut-être qui auraient pas encore, qui ont des forages et qui n'ont pas encore déclaré, fait cette démarche-là, est-ce qu'on peut leur dire du coup de contacter la mairie? Comment Ils contactent la mairie, qui va leur donner un document qu'ils vont remplir avec les informations qu'ils ont. Hein, c'est tout à fait ça, oui. Donc on a aussi une question maintenant qui nous demande entre la SPDE et la mairie, qui fait quoi par rapport au forage? Alors je pense que je peux répondre aussi personnellement à cette question. La SPDE, donc c'est la Société Provençale des Eaux, donc qui est le fermier sur la ville de Salon-de-Provence jusqu'à présent, et qui gère et maintient les installations d'eau potable sur la ville. La mairie, elle, fait bien sûr les contrôles au niveau de la qualité de l'eau. Donc pour répondre tout à l'heure à la question qu'on avait au niveau de la qualité de l'eau, si on peut rassurer les Salonnais, à Salon de Provence, on a entre 115 et 120 prélèvements et analyses par an sur l'eau potable, rien que sur l'eau potable de la ville. Et pour ce qui concerne les forages, la mairie n'intervient pas logiquement au niveau des particuliers, sauf quand on a des établissements recevant du public, tels que des hôtels de tourisme, des campings, enfin des structures assez importantes, où là, forcément, on a des contrôles systématiquement au niveau de la qualité de l'eau. Merci, Monsieur Baudroy. Peut-être enchaîner sur... oui, il y avait une question dans le public, peut-être, monsieur? Moi, j'avais juste une petite question sur l'accro. Vous avez donc dit que les paysans inondent les plaines, enfin les champs, et donc elles apportent dans la nappe de surface qui est à 5-6 mètres. Ensuite, on a une zone d'argile. Et après, la nappe plus profonde, est-ce qu'elle est aussi alimentée par ailleurs ou ou au fil des années, on a cette alimentation qui est faite par écoulement? Il y a des écoulements lents et il y a d'autres types d'écoulements qui proviennent de l'ensemble du contexte qui est autour de cette nappe. Donc on a deux éléments distincts. Ce qu'on sait, c'est que la qualité est distincte. Voilà. Deuxième question. Ah pardon, excusez-moi. J'habitais Toulouse et il y avait des gens qui surveillaient la hauteur d'eau justement de la nappe toulousaine. Alors la nappe de l'Accro, elle est peut-être un peu particulière parce que je crois qu'elle est en lentille, donc on peut peut-être difficilement la mesurer. Ou est-ce qu'il y a des idées pour essayer de voir justement si elle baisse, on en utilise trop ou pas? Alors, elle est surveillée qualitativement et quantitativement. Hein, c'est-à-dire qu'on surveille sa qualité par un certain nombre de prélèvements et d'analyses, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'elle sert à l'alimentation en eau potable. Et elle est surveillée aussi quantitativement à travers un réseau de niveaux piézométriques, c'est-à-dire, en gros, des tubes sur lesquels on regarde comment fluctue la nappe. Dans certains endroits, on a vu des fluctuations importantes qui sont d'un mètre et dont on a des difficultés à les relier soit au changement agricole, soit aux évolutions du climat. Elle est surveillée, on connaît très très bien en termes de modélisation, les travaux du BRGM là-dessus depuis plusieurs années l'ont bien démontré. On sait qu'elle est en lentille, on sait sa vitesse de circulation qui est extrêmement rapide et qui amène à cette fameuse dilution là-dessus. Donc on connaît bien à la fois qualitativement et quantitativement, même s'il y a encore des endroits où on travaille d'une manière plus importante au niveau du contact de la mer, où on s'aperçoit que on a ce qu'on appelle une pénétration du biseau salé, c'est-à-dire une pénétration des eaux salées, parce que on prélève trop d'eau douce dans cette nappe, et à ce moment-là, l'envahissement amène à des problèmes avec le chlore. Le syndicat qui gère l'Accro a entre autres la problématique de la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Oui. Dire que entre les deux nappes phréatiques, celle qui est superficielle, elle peut avoir des variations annuelles fortes et même, comment dire, des fois il peut y avoir des périodes de sécheresse et puis ça peut aller pour retrouver, on va dire, un niveau normal. Ça peut aller sur plusieurs dizaines d'années. Pour les nappes phréatiques profondes, des fois, le temps est beaucoup plus long et des fois ça peut être 100 ans, 200 ans pour retrouver un niveau. Ce sont deux nappes qui fonctionnent pas sur le même temps, pour retrouver leur niveau, on va dire, normal ou idéal. Sinon, depuis le début, je sais pas, on a parlé de géologie, de calcaire.
faire. Je pense que pour les Salonnais, c'est peut-être important, on l'a pas dit, mais avant, la Durance ne se jetait pas dans le Rhône. Nous étions, la Durance était un fleuve et notre région était le delta de la Durance. Donc on est dans les alluvions de la Durance. Tout à l'heure, dans le reportage, il y avait montré des galets, ce qui fait la spécificité de l'accro. Donc la Durance, à un moment donné, ne se jetait pas dans le Rhône, mais passait par là et allait se jeter directement dans la mer. C'est important de le savoir quand on est Salonnais. Oui. Un petit rappel d'un souvenir très douloureux de ma période d'étudiant, où en cours de géologie, j'ai employé le terme de nappe phréatique, et sur lequel Monsieur Tria, qui était notre prof d'hydrogéologie, m'a mis une correction que j'ai jamais oubliée. Une nappe phréatique, c'est une nappe souterraine. Toutes les nappes souterraines ne sont pas des nappes phréatiques. Et donc il m'a dit, Olivari, tu oublieras jamais ce que c'est qu'une nappe phréatique. Une nappe phréatique, c'est une nappe souterraine dont le plafond est à proximité du sol. Parce que phréatique, ça vient de phréos, grec, qui veut dire puits, et donc c'est une nappe qu'on peut atteindre avec un puits. Toutes les eaux souterraines sont des eaux souterraines, mais ne sont pas des nappes phréatiques. Seules les eaux superficielles, proches de la surface, sont appelées des nappes phréatiques. Voilà pour un souvenir très douloureux. Merci de l'avoir partagé avec nous. On va enchaîner sur les dernières questions de la boîte à questions. Pourquoi l'eau est aussi chère actuellement? Pourquoi? Alors est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est manque de puits? Est-ce que c'est par rapport au temps? Alors, pourquoi l'eau est si chère? L'eau, ça ne coûte rien. Le seul problème qui coûte, c'est tout ce qui est le captage, le traitement, la distribution, le retraitement des eaux usées et tout ce qui concerne la facturation, la mise en recouvrement, etc., etc. Alors pourquoi l'eau est chère? Eh bien parce qu'on l'a vu, les normes de potabilisation augmentent, les normes d'épuration pour rejet dans le milieu augmentent aussi, mais parce qu'on a des réseaux qui sont particulièrement importants et qu'il faut renouveler, et ça coûte de l'argent. En France, il y a 850 000 kilomètres de réseaux d'eau potable qui ont plus de 50 ans, dont la durée de vie est estimée à 100 ans, et pour lequel chaque année, il faut faire ce qu'on appelle de la dotation aux amortissements, c'est-à-dire de mettre de l'argent et régulièrement renouveler ce réseau. Alors il y a des priorités, parce qu'il y a des tuyaux qui sont en plomb, il y a des tuyaux qui sont en ciment amiante, il y a des tuyaux qui sont en PVC et en colle, il y en a d'autres qui sont en fonte ductile, c'est-à-dire qui cassent, mais tout ça fait que ça coûte beaucoup d'argent. Mais ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est le gaspillage. Donc moi je voudrais rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, c'est que pour moi l'eau fait partie des éléments naturels comme l'air et comme un on va dire un élément dont tout le monde doit pouvoir avoir la jouissance. Sur Terre malheureusement tout le monde ne l'a pas, comme vous disiez l'eau potable, tout le monde n'a pas l'eau potable. Il se passe quelque chose dans notre monde aussi où tout devient marchandise. C'est-à-dire que on voudrait que l'eau se vende, un jour il va falloir acheter l'air. Et à partir du moment où on applique des systèmes économiques de profit, on arrive à des dérives. Et j'ai peur que pour l'eau, c'est comme peut-être comme on va dire pour la médecine, ce sont des biens peut-être qui doivent sortir du champ d'un champ économique et qui ne va pas toujours dans le sens de l'intérêt général. Oui, je crois que la loi sur l'eau de 2006, elle dit que tout le monde doit accéder à l'eau à un tarif socialement acceptable. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, à l'échelle planétaire, c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, même en France. Et qui n'ont pas accès à une eau de qualité, c'est-à-dire qu'ils prennent l'eau qu'ils trouvent avec les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. S'il y a du traitement de l'eau, c'est que justement il y a des risques. Et moi je considère une donnée vraiment forte, c'est que l'eau c'est pas un bien, parce qu'un bien ça s'achète, l'eau c'est un droit. Et ça c'est une donnée forte, et je pense que dans les déclarations des droits de l'homme, il devrait y avoir ce droit à l'eau comme un élément fort. Merci.